essayer d'être naturelle pour ce petit temps mort. Bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier Rex. J'ai la lourde tâche de présenter mon maire pour la 4e fois, puisque je le présente en fait chaque année. Donc à chaque fois, il faut que je me renouvelle par rapport à ce que je vais vous annoncer. Mais j'ai trouvé de bonnes idées, toujours avec des sources très fiables, donc je suis assez contente. On a quand même attendu la 4e édition du T-Rex avant de faire un Rex justement sur la mairie de Bourg-Saint-Maurice, parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses à dire, il y avait de la matière, mais on a attendu d'aller vraiment un cran plus loin justement pour en faire un vrai Rex. Et vous allez voir justement jusqu'où on va au niveau du collectif et du participatif. Pour commencer, je vais vous donner donc 3 éléments, peut-être des choses que vous ne connaissez pas sur Guillaume Desrues. Ce n'est pas des fake news, ça vient pas de Yahoo Info, etc. C'est vraiment des sources sûres, dont Émilie est présente dans cette salle. Première chose, traîtresse. Première chose, il n'aime pas les chiens. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les chiens, les chats, etc. C'est plutôt qu'en fait, il préfère l'humain. On va le tourner plutôt comme ça. C'est qu'il préfère en fait les gens ou apporter en fait un confort au bien-être humain plutôt qu'au bien-être animal. On va le tourner comme ça. Canin, que canin. Deuxième chose, il arrive au travail tous les matins en sifflant dans l'escalier. C'est-à-dire qu'il grimpe les marches toujours avec un entrain et une bonne humeur parce qu'il adore son travail. Et Émilie, ça lui permet aussi de le reconnaître de très loin puisqu'elle le reconnaît juste au sifflement. Assez incroyable. Et troisième point, qui est vraiment pas neutre et c'est justement où là je te laisserai la parole, c'est que tu n'avais pas décidé en fait d'être mère tout de suite. Et en fait, c'est toute l'histoire qu'il va vous raconter justement tout à l'heure et tout l'esprit collectif et de BAM justement dans les débuts et ensuite du collectif qui s'est monté à Bourg-Saint-Maurice qui t'a permis justement de te projeter, d'avoir la place que tu as maintenant. Je te laisse la parole. Democracy. 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 Democratia. Democracia. Democracy. 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 La démocratie. La démocratie. Democracy. Démocratie ou démocratie. Democracy. La democracia. Democracy. Démocratie. 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 Democracy. Ce que vous venez de voir, vous m'entendez bien? Oui. Ce que vous venez de voir, en fait, c'est un film. C'est un film qui s'appelle, comme vous vous en doutez, Démocratie. C'est le début d'une grande aventure en politique. Comme quoi, parfois, l'engagement tient un peu de choses. Pourquoi? Eh bien, parce que ce film, c'est Démocratie, donc qui reprend des exemples de démocratie participative en Europe, en France, et qui a été projeté en 2018 à Bourg-Saint-Maurice. Donc moi, en tant que, je dirais, fervent militant de la cause associative, etc., environnementale, nous sommes allés voir ce film avec quelques amis. Et à la suite de cette projection, donc le film est en accès libre. Je vous encourage vraiment à aller le regarder. Il est sur YouTube. C'est le collectif Data Girl, ça passait sur Arte. Et à la suite de ce film, avec ses amis, chers, proches, autour de cette bière, on était dépités. On était dépités, pourquoi? Parce que on s'est dit, notre démocratie locale ne fonctionne pas du tout. Et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer un mouvement citoyen de démocratie locale qui est devenu par la suite une liste aux élections municipales. Et me voici 7 ans après devant vous pour parler justement démocratie et prise de pouvoir par la population. Alors on le voit, Demos Kratos, le pouvoir par le peuple. Alors, je vais quand même me présenter. Donc, je m'appelle Guillaume Desrues, j'ai 44 ans, enseignant en physique-chimie, donc prof, non natif de la Savoie. Donc, c'est vous dire si j'avais toutes les chances d'être élu à Bourg-Saint-Maurice. Et comme vous vous en doutez, donc je n'étais pas spécialement programmé pour faire de la politique. Je suis venu m'installer en Tarentaise en 2005. Et moi, mon kiff, c'était d'aller faire de la montagne, d'aller faire de la musique, quelque part d'habiter en vacances, mais certainement pas de faire de la politique. Et je peux vous dire que, comme tout à l'heure Tania le disait, mon niveau d'engagement sportif actuellement a nettement diminué.
Mais alors, qu'est-ce qui m'a amené justement à cet engagement? C'est aussi, j'en avais un peu marre de râler dans mon coin. J'en avais marre d'être parfois même en colère. Et donc, nous avons la chance aussi, et j'aimerais qu'on se le dise, en France, d'avoir justement cette possibilité d'avoir un fonctionnement qui nous permet de nous exprimer et d'agir. Et je pense que c'est ce qu'il faut garder également en tête. Et ça nous permet aussi d'être là ensemble et moi devant vous aujourd'hui. Avant de passer à la suite, il y avait deux choses que je voulais vous partager. La première, c'est un slogan qui me tenait à cœur, c'était penser local, non pardon, penser global et agir local. Qui est-ce qui se rappelle de l'organisation qui avait cela pour slogan? Penser global, agir local. Eh ben, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait les ZAD ici. Hein. Non, c'était Attaque, le mouvement Attaque pour la taxe Tobin. Voilà, dans les années 2008, rappelez-vous, il y avait eu le G8 à Évian et ça avait pas mal brassé en Savoie et Haute-Savoie. Et je trouvais cet adage particulièrement bien pensé pour ce que nous essayons de faire ici à Bourg-Saint-Maurice. Alors, c'est qui a dit? Un petit quiz. Alors, je vous laisse lire. Non, je vais le lire. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre. Elle souffre de mal-développement au nord comme au sud et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril et nous en sommes tous responsables. Alors là, vous vous dites certainement, il y a un loup. Donc, c'est pas Nicolas Hulot. Bien vu. Bien vu. C'était le discours de la Maison Brûle en 2002, donc au sommet de la Terre à Johannesburg. Moi, je trouve que ces mots, déjà, en tant qu'étudiant à l'époque, avaient fortement résonné en moi parce que je me suis dit, si même Chirac dit ça, c'est que c'est vraiment la merde. Et 23 ans plus tard, ça n'a pas changé des masses, malheureusement. Et pourtant, ce discours a fait vraiment, pendant des années, il a fait vraiment écho dans la population. Et moi, je peux que regretter que ces mots n'aient jamais été vraiment suivis d'effet. Alors, BAM. Qu'est-ce que c'est BAM? BAM, c'est le mouvement en fait qui est venu de cette bière entre amis un soir lugubre de novembre donc à Bourg-Saint-Maurice. Et l'idée justement, c'était de monter un mouvement citoyen en fait où, un peu comme le T-Rex, on faisait de la politique, on parlait de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Et donc, on avait monté un truc assez sympa qui s'appelait les apérobam. Donc, le but, c'était de parler de notre commune, des enjeux de notre commune, en partageant également un mouvement convivial. Alors, je ne veux pas balancer, mais celle qui faisait du compost, elle est là, hier. Et en fait, ce qui était hyper intéressant, les retours de ce mouvement, c'est pas mal de monde qui sont venus nous voir en fait en disant ça fait du bien en fait justement de parler de politique locale sans côté partisan ou politicien et dans lequel eh bien on comprend aussi mieux les enjeux. Je vais vous poser une question toute bête. Combien il y a d'habitants à Bourg-Saint-Maurice? Ah oui, à ce point-là. 7002. Quel est le budget de la commune de Bourg-Saint-Maurice? Combien? Bien plus. On va dire, allez, 55 millions hors budget annexe, sur lesquels on est plutôt à 80. Voilà. Et c'était des petites choses comme ça qu'on avait partagées et qui avaient vraiment permis aux personnes qui avaient participé eh bien, de se mettre un petit peu plus dans la peau du décideur. Alors, à partir de ces apéros, forcément, on a commencé à se creuser les méninges. En toute transparence, et comme le disait Marion, j'étais pas chaud, parce que dans le sens où, comme je vous ai dit, un prof qui n'est pas originaire du territoire, qui n'est pas moniteur de ski ou autre, on se dit, j'ai peut-être pas les super chances pour y arriver. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire collective, eh bien, c'est déjà notre manière de réfléchir ensemble, de partager les infos et d'avoir écrit ensemble justement des piliers pour asseoir quelque part, pour
pour consolider ce qui nous rassemblait. Une démocratie active, et ça va être le principal propos de la présentation, et notamment ne pas interroger les citoyens uniquement tous les 6 ans, mais impliquer régulièrement les habitants dans des processus de décision. La responsabilité environnementale, la transition énergétique et écologique, faire mieux avec moins, et une économie durable de la montagne pour bien vivre et bien travailler à l'année. Donc ça, c'était nos piliers. Je ne vais pas vous faire tout le programme politique, mais c'était pour que vous voyez que la démocratie active était un de ces 3 piliers. Et en 2020, bam. Alors, on a marqué que c'est réalisé sans trucage, puisqu'on m'a fait comprendre que j'avais légèrement pris un coup de latte depuis. Merci, Émilie. Donc, effectivement, un moment important dans la vie démocratique de la commune, mais même de la Savoie et du monde des stations de ski, puisque dans nos objets de programme, il y avait aussi le fameux moratoire sur les constructions touristiques nouvelles qui a apporté un tournant nouveau, à mon sens, dans l'histoire des stations de ski en France. Alors, comment mettre en place une politique de démocratie participative quand en 2020, vous avez le Covid, donc pour vous dire, les réunions publiques, les ateliers de concertation, c'est pas super évident à mettre en place, et que vous avez un petit chantier qui est un funiculaire, qui commence à avoir quelques travers, et donc dans lesquels il faut réinjecter 15 millions d'euros en urgence. Donc autant vous dire que la capacité de financement et d'investissement de la commune se retrouvait largement amputée. Alors, on a quand même mis en place donc, plusieurs instances qui étaient bien entendu écrites dans le programme. Un conseil municipal citoyen avec 28 membres, parité homme-femme, moitié de volontaires, moitié tirés au sort, avec un rôle consultatif. Un conseil municipal des enfants, pareil, 28 membres, parité garçon-fille, issus des 6 écoles de la commune, et on a même inclus l'école privée. Et avec 15 000 euros de budget par an, c'est-à-dire leur donner aussi des clés, les premiers déclics, les premiers choix, les premières frustrations aussi, avec l'utilisation d'un budget. Un budget participatif, donc là le budget participatif, c'est des projets proposés par les habitants et les associations et qui sont soumis au vote des habitants. Ça se fait dans de nombreuses villes et avec 100 000 euros de budget, ce qui n'est quand même pas mal pour une ville comme la nôtre. Et la concertation citoyenne, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des projets impactants, des projets majeurs, on met en place un processus d'atelier, de concertation, justement pour avoir le retour des habitants sur ces sujets. Alors, forcément, ça implique une gestion de cette politique, donc c'est-à-dire qu'on a un poste dédié à la participation citoyenne, donc qui s'occupe des instances participatives et de la maison des projets, donc qui était aussi une volonté de notre part. C'est un endroit où on peut se retrouver pour justement s'informer sur les projets de la commune. C'est un endroit où on a vraiment beaucoup de monde qui passe, on fait les cafés des élus, et ça, je dirais, c'est un peu moins institutionnel que la mairie, on se sent plus invité à rentrer dedans qu'une mairie qui est parfois peut-être un peu plus austère. Alors, vous allez me dire, oh bah c'est génial, ça marche du feu de Dieu. Bon, on commence quand même par les tops, et puis après on verra ce qui fonctionne moins bien. Alors, le petit bijou, le conseil municipal des enfants. Alors, ça, c'est vraiment, ça régénère, quoi. Et quand on fait le conseil municipal des enfants, on se dit qu'on peut retrouver la confiance dans l'être humain. Tout à l'heure, on voyait aussi une certaine pureté, pas de naïveté, hein, loin de là, mais vraiment, on sent aussi une maturité, une analyse de leur place dans la société. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Moi, je m'étais dit, bon, ils vont nous demander des balançoires et des toboggans, quoi. Eh bien, loin de là, loin de là. Alors, avant d'en reparler, on a un petit extrait vidéo. Je ne sais pas si on peut le mettre. Je rappuie, ouais. Ce conseil des enfants, donc c'est 28 enfants et qu'on réunit 4 à 5 fois dans l'année
pour justement que eux d'abord nous donnent leurs priorités, ce sur quoi ils ont envie de travailler, qu'est-ce qu'ils aimeraient justement apporter à la collectivité. Et notre grande satisfaction, c'est de pouvoir aussi tous les ans que chaque conseil municipal des enfants ait une action au moins sur laquelle eh bien, ils ont réalisé un projet concret. Ce conseil jeune, c'est ouvert à toutes nos écoles du territoire pour les CM1 et CM2. Et l'idée, c'est vraiment de les faire impliquer dans la vie politique et d'avoir un petit peu leurs envies pour essayer de répondre le mieux possible aux projets futurs. Donc à chaque fois, on essaie de changer de site. On fait à la fois un moment de travail et d'échange avec eux et toujours un moment de visite parce qu'on est aussi une commune très vaste. Donc hier, nous étions pas au verger, au maraîcher de la Ballastière avec des constructions en bois qui sont en cours. Mais comme vous le voyez, un coup aux arcs. La fois d'avant, nous étions au Chapieux. Donc voilà, tout ça fait que, eh bien, on essaye aussi de leur faire découvrir leur territoire. Donc ce conseil des enfants, c'est effectivement un moment particulier. Et quand je vous disais la maturité, les premiers projets qui sont remontés de ces enfants, c'était leur place dans l'espace public. C'est-à-dire que ce qui est revenu très rapidement, ils nous disaient, nous, on n'est pas en sécurité pour aller à la piscine, au cinéma, à l'école, dans nos activités. Et ça, je peux vous dire, vous vous prenez une baffe parce que vous vous dites, si même les gamins de 9 ou 10 ans, ils vous disent ça, c'est vraiment qu'il y a un problème de l'organisation de notre ville. Et depuis un an ou deux, on a forcément les problématiques environnementales. Et depuis un an ou deux, ce qui est revenu beaucoup, c'est les sujets de santé mentale et de harcèlement sur les réseaux. Les gamins, ils sont en CM1, CM2. Et ça, pareil, vous le prenez un peu en pleine face. Mais le message positif, c'est de se dire, voilà, nos gamins, ils sont à 28 et ils sont capables de nous amener des choses hyper concrètes sur leur vie quotidienne et sur leur place dans la société. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de leur donner une vraie voix, une vraie parole au sein de notre commune. Alors, le budget participatif. Alors là, il faut que je vous raconte une histoire. Première édition du budget participatif. Donc, Deru, tout content de sa trouvaille là. 22 projets déposés par les habitants, 500 votes sur la population, donc succès total. On dépouille les votes. Premier projet, un refuge pour chats. Mais élu haut la main. J'ai un peu de mal avec les animaux domestiques, quoi. Enfin, ceux qu'on mange pas, en tout cas. Non, et donc, ce qui est hyper intéressant dans ce budget participatif, c'était quand même 50 000 balles, hein, le refuge. Et franchement, j'y aurais pas pensé. J'y aurais pas pensé. Et une fois la sidération du résultat, parce que quand je vous dis qu'ils ont été élus haut la main, ils plébiscitent, quoi. J'ai aussi appris et compris ce qui était porté par ces personnes en charge du chat sans toit, qui ont toutes des actions, notamment de stérilisation, d'accueil d'animaux par des personnes qui ne peuvent plus garder forcément leur animal. Et ce qui est hyper intéressant, c'est des choses qu'on n'avait pas vu venir. Eh bien, on arrive quand même à les accompagner avec ce budget. Donc voilà, c'est un clin d'œil. Mais je trouve que c'était hyper sympa. Et puis, ça permet aussi des moments aussi où il y a une expo à chaque fois, tous les ans, lors du marché de Bourg, et que justement les porteurs de projets puissent partager avec les habitants ce qu'ils ont envie de faire financer par le budget participatif. Et ça a quand même un intérêt hyper important. C'est que rien n'est gratuit, rien n'est acquis, et que c'est pas parce qu'on croise le maire au détour d'une route ou d'un chemin en lui disant « Ah, mais il faudrait faire ça », et puis après il se dit « Ah, j'en ai parlé au maire, ça va se faire ». Non, il va falloir constituer un dossier, il va falloir le financer, le budgéter, arriver à le défendre aussi auprès des habitants, et je crois que c'est une démarche qu'on devrait avoir aussi de manière générale par rapport à tous ces investissements, parce que c'est des choix, et ces choix, ils doivent se faire en toute connaissance de cause, et c'est une démarche aussi qui permet de montrer à nos habitants que voilà, il faut aussi se prendre en main pour pouvoir réaliser ces projets-là. Donc ça marche très bien.
D'ailleurs, c'est pour ça que de nombreuses communes le mettent de plus en plus en place. Alors, ce qui marche moyen, ah mince, spoiler. Donc, on avait en début de mandat, on a repris justement le quartier des Alpins, donc qui est juste à côté d'ici, c'est l'ancienne base militaire, et c'était un projet touristique qui était prévu sur cette zone-là. Donc, nous, on s'est permis quand même de re-questionner ce projet touristique, et il y a eu plus d'1 an de concertation avec les habitants et les sociopros notamment, et on leur demandait sur ce quartier, sur ces 6 hectares en cœur de ville, est-ce que vous êtes aligné avec un quartier touristique? Et là, ça a été unanime. C'est-à-dire que tout le monde nous a dit non, ce dont on manque actuellement, c'est des logements à l'année pour nos habitants. Et donc, ça nous a fait faire un virage à 180 degrés par rapport au projet qui était prévu. Et donc, forcément, après, c'est des démarches administratives extrêmement longues. Mais là, on a les premiers bâtiments qui vont sortir de terre d'ici 6 mois. Et ça nous permet aussi de verrouiller, puisque nous, le gros impact, le gros enjeu que nous avons, c'est chaque nouveau logement, il a une chance sur 2 de partir en résidence secondaire. Donc, c'est comment on fait pour verrouiller un certain nombre de logements pour qu'ils ne basculent pas justement dans la résidence secondaire. Un peu mitigé, c'est le projet de territoire. Donc là, on demandait aux habitants de se projeter à 15, 20 ans sur que devient notre territoire dans les années à venir. Et c'est vrai qu'on a eu une participation assez mitigée. On avait 6, 7, 8 personnes sur Bourg-Saint-Maurice pour un atelier autour de ce projet-là. Dans certains villages, on a eu 30 personnes, parce que dans les villages, non pas que ça les intéressait, mais en fait, il y avait une réunion publique dans le village. Donc, c'était un moment aussi où la communauté villageoise se retrouvait. Mais trop abstrait, trop vaste et peut-être aussi trop nouveau. C'est-à-dire que c'est la première fois aussi où on sollicitait les habitants pour leur demander leur vision à long terme. Et puis, c'est pas facile. Enfin, moi, si on me demande, des fois, on me demande c'est quoi votre vision de Bourg-Saint-Maurice en 2050 ? Mais franchement, j'en sais rien, quoi. Enfin, on est quand même devant un sacré mur de brouillard avec un nombre de possibilités absolument incroyable. Donc, voilà, un peu mitigé sur ces grandes concertations. Et puis, il y a quand même le quartier des Alpins là, que l'on peut voir. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, ici, c'est le BC7, c'est là où nous sommes. Donc là, il y a les premières constructions de cette tranche-là qui vont sortir de terre en 2025-2026. Alors, le flop, et là, c'est un flop. Hein. On sait... voilà, je m'arrête là, mais c'est gros flop. Conseil municipal citoyen. Donc, on crée ça en 2021, donc juste à la sortie du Covid. Comme je vous disais, 28 habitants, soit tirés au sort, soit volontaires, avec un rôle plutôt consultatif. Mais arriver à avoir 28 personnes qui se réunissent régulièrement, on avait prévu de se voir tous les 2 mois pour échanger sur des dossiers. Il faut s'imprégner aussi des sujets. Donc trop long, trop vaste, trop de monde, trop de pertes. Autodissolution en 2023. Donc c'est même pas un flop, c'est un échec total. Et donc là, ça pose la question de comment arriver à mobiliser nos habitants sur des choses pas trop vastes, pas trop longues dans le temps, pas trop abstraites parfois. Et donc, suite à ce flop, on a quand même essayé de rebondir et de reproposer des choses qui soient un peu plus concrètes justement pour nos habitants. Et donc, on se réinvente avec la création des mandats flash. Donc, c'est des formats courts, c'est 3 séances. Donc, on annonce les dates à l'avance. En général, c'est pas plus de 2 mois. Et donc, c'est 3 séances de 2 heures à 3 heures sur un sujet précis avec des actions et des résultats concrets. Par exemple, on va refondre le réseau de transport en commun de la Ronde. Donc, on va redemander les arrêts, la cadence. Oui, j'ai plus tous les paramètres en tête, mais voilà. Aménagement urbain, on reprend un truc aux arcs, là, comment on le redessine. Le développement commercial, la signalétique, ça c'est tout autant de sujets qu'on a adressés qui étaient très précis en disant, voilà, à la fin de ces 3 séances, il faut que vous nous donniez vos préconisations. Et 3 séances, ça permet d'avoir quand même des éléments de décision. Et c'est pas juste un oui j'aime ou non j'aime pas. C'est vraiment, on s'est plongé dans les dossiers. Et ça fonctionne. On a à chaque fois une quinzaine de personnes qui viennent. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a la moitié
moi, je les appelle les toujours les mêmes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a l'autre moitié, c'est des personnes nouvelles qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans nos concertations. Et quand on se dit 15 personnes sur 7002, c'est pas énorme, allez voir à Chambéry, ils ont à peu près les mêmes personnes, sauf qu'eux, ils sont 60 000, quoi. Donc, le mandat flash, pour moi, c'est vraiment c'est l'enseignement du Conseil citoyen qui était complètement inefficace. Et donc, la suite, eh bien, c'est par exemple cette belle convention territoriale pour les glaciers que nous avons lancée lors du festival Agir pour les glaciers. Donc, c'est 3 jours pour définir avec les habitants le périmètre et le degré de protection autour de l'aiguille des glaciers, qui est notre point culminant, et dont une journée le samedi 5 juillet, on ira carrément au refuge Robert Blanc pour aller contempler la zone et voir comment on décide ensemble collectivement de cette zone. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de montrer que là, on a un vrai pouvoir collectif pour définir ensemble ce que l'on doit aussi léguer comme héritage aux générations futures. Alors, dans la suite, moi, ce que je me pose comme question, et je n'ai pas les réponses, clairement, c'est comment impliquer un public plus diversifié. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a aussi un peu de toujours les mêmes et toujours les mêmes classes sociales. Donc ça, c'est un peu compliqué d'amener des personnes qui ne se sentent pas à leur place dans un atelier de concertation, qui ne se sentent pas à leur place dans une réunion publique, qui ont l'impression que la vie publique n'est pas pour eux. Et ça, malheureusement, on n'a pas réussi encore à trouver de solution. Et je me disais, imaginez une boîte à outils pour les collectivités, parce que ce que je vous montre ici, il y a 5 ans, à part le budget participatif, il y avait peu de choses qui existaient en France. Si, le Conseil des enfants et puis le budget participatif, mais les conseils citoyens n'existaient pas, les mandats flash n'existaient pas. Et là, on voit que dans beaucoup de collectivités, depuis 5 ans, il y a vraiment eu une émergence d'une nouvelle manière de gouverner collectivement. Et je trouve que l'État pourrait avoir ce rôle un peu de synthèse avec les moyens qui vont avec. Et je pense que ça pourrait être intéressant pour les collectivités, mais aussi pour les entreprises, parce qu'il y a moyen de s'inspirer de ce qui peut être fait dans le public et réciproquement. Alors, dans les enseignements, on sait qu'on vit dans une période pas ouf pour la démocratie, qui est fragile et précieuse, et ça reste aussi des espaces de débat où on se confronte à l'autre. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on a un peu oublié, c'est-à-dire qu'on est chacun dans notre bulle, je dirais, de certitude. Et malheureusement, les réseaux ne font qu'entretenir cette bulle. Et là, on arrive à se confronter justement à des personnes qui ne pensent pas forcément comme nous. C'est pas forcément facile, mais c'est un exercice indispensable et nécessaire. Un moyen d'identifier les besoins, je ne vous reparle pas du refuge pour chats, faire émerger sa voix sans brutalité. Ça, c'est vrai que quand on est dans un groupe de 12 à 15, souvent, c'est la bonne échelle. Il n'y a pas de le maire contre 200 personnes. C'est un travail collectif. Il peut y avoir des désaccords, mais en général, on les exprime avec beaucoup moins de violence. Et je pense que ça, c'est très important d'arriver à se reparler sans violence verbale et encore moins physique. Et puis, ça nous permet surtout de faire société. Voilà, de se parler, d'échanger, de partager nos pratiques. Donc, il faut oser se faire confiance. Il faut oser aussi, en tant que politique, faire confiance. Parfois, c'est pas facile, hein. Nous, on a une idée très, très arrêtée, et puis on nous dit, bah là, il va falloir concerter. On est là, bah non. Enfin, moi, j'avais quand même envie de faire ça. Et c'est aussi quelque chose qui est pas facile, qui est pas trop ancré aussi dans les politiques de manière générale, le fait de faire confiance. Et elle permet d'alimenter les projets, et puis avec un peu d'audace, de permettre de les faire grandir. Je crois que je suis bon au niveau du temps? Ah, super. Eh ben, 2026, il y a des élections. Eh ben, je peux que vous encourager à vous engager, parce qu'on manque cruellement de forces vives dans la politique, notamment la politique locale. Je peux vous l'assurer en parcourant les communes de Vallée de Tarentaise. Et on a besoin vraiment des forces vives pour faire bouger les choses, parce que sinon, je vais dire, vous le couperez au montage, sinon c'est les retraités qui le feront. Merci Guillaume.
On va faire illusion avec un micro qui ne fait pas de bruit, mais qui marche quand même pour le son là-bas, donc vous inquiétez pas. Merci pour ce témoignage hyper clair. Moi, j'avais une première question et après on vous laissera la main. Est-ce que des fois, il y a des concertations justement qui ont joué en faveur d'un projet ou contre un projet qui vous ont fait twister à 180? Je parlais des Alpins au début. Moi, j'avais plutôt une vision justement capitale de l'outdoor sur cette zone-là. Et clairement, c'est de voir à quel point les habitants et les sociopros étaient alignés sur l'habitat que clairement, voilà, on se dit, ah ouais, mince, c'est pas vraiment ce que j'avais pensé. Après, c'était pas grave puisque tant que tu n'as pas un projet vraiment lancé, t'as toujours possibilité. Voilà, c'était le bon moment, exactement, c'était le bon moment. Il y a des fois où c'est pas le bon moment. C'est que tu as dit, ah, ça fait déjà un an et demi que tu bosses dessus, et là tu fais, ah mince, ça couine un peu. Et après, là, dans les moments délicats, et on se le dit franchement, qu'on a pu voir au niveau de ces sujets de concertation, c'est la place de l'automobile dans la ville. Où là, ça fait découpiller tout le monde. On en vient même parfois à une violence verbale, et c'est pas qu'à Bourg-Saint-Maurice, hein, moi j'en discute avec tous mes collègues maires, et là on sent que on a passé un autre niveau. Et ça m'interpelle justement par rapport à cette comment dire, à l'importance justement de la place de l'automobile dans notre société, dans notre espace de vie. Et je trouve ça dommage parce qu'on peut en parler sans haine ni violence. Et voilà, donc je me rappelle notamment une réunion publique où vous avez 200 personnes dans la salle chauffée à blanc et vous devez présenter un projet de requalification. Et heureusement, il y avait à peu près la moitié de la salle qui était pour. Donc ça a permis de temporiser, mais c'était très très tendu. Et comment on fait justement pour amener ces projets à être partagés et sans haine ni violence, voilà. Au niveau de l'automobile, ça me semble un peu plus compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Christelle. Moi, j'avais juste une question sur les citoyens qui viennent là aux rencontres. Est-ce qu'ils sont représentatifs de la géographie du territoire? Parce qu'il y a le haut, le bas, enfin, c'est quand même hyper grand comme territoire. Est-ce qu'il y a des habitants, genre des Arcs, qui viennent aussi? Est-ce que ça se mobilise partout ou que cœur de Bourg-Saint-Maurice finalement? Alors, c'est une excellente question. Effectivement, on a cette richesse et en même temps cette complexité d'avoir un territoire hyper éclaté. Et les besoins d'un habitant des Arcs, et le besoin d'un habitant de Bourg, et le besoin d'un habitant des Échines, ça n'a rien à voir. Donc, ce qu'on constate, c'est que sur certains sujets, on a quand même quelques relais qu'on appelle, notamment au niveau des Arcs. On a quelques habitants qu'on sollicite, et notamment, je parlais du projet signalétique, donc qui a été partagé avec les Arcs et avec Bourg. Mais c'est vrai qu'on a un peu, et c'est pour ça aussi qu'on fait un atelier spécial aux Arcs pour les habitants des Arcs, parce qu'on sait que c'est compliqué. Et on a fait aussi un atelier spécial à village, sur un village dans lequel on a des travaux à faire. Mais ça, c'est vrai que ça fait partie de notre complexité, et clairement, les sujets plutôt enfin, on sent que quand on est dans ce qui est pour l'habitant de Bourg, ça ne le concerne pas ce qui se passe aux Échines, et réciproquement, ça c'est évident. Et je peux témoigner aussi en tant qu'habitante de village où vous vous déplacez quand même plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'il y a 19 hameaux, plus 36. Ok, c'est important. Et vous venez quand même vraiment à notre rencontre. Ouais, donc ça c'est quand même plutôt cool. Et comment vous faites dans le cadre d'un projet participatif? Typiquement, j'habite aux Arcs, j'ai un projet aux Arcs. Les gens des Arcs vont voter pour, mais pas forcément les Borains parce qu'ils sont beaucoup plus, etc. Est-ce qu'il y a une répartition différente? Je vais te raconter une belle histoire alors. Parce que ce budget participatif, comme je disais, ça permet de faire émerger des idées. Et effectivement, tu as raison, on est parfois confronté à un projet très local, très village, qui n'est pas, voilà, les habitants des Arcs, qui sont 4 ou 500, donc ils n'ont pas forcément le même poids qu'un projet qui va être à Bourg. Par contre, dans le cas des Arcs, eh bien, il y avait eu 2 sujets sur lesquels j'avais dit, bah, franchement, ce que vous avez monté, c'était l'assaut des Arcs qui avait monté ça. Eh bien, j'aurais dit, ça nous intéresse vraiment. Laissez-nous le temps de l'inscrire au budget, parce que c'est le processus de la fonction publique territoriale. Faut apprendre la patience en politique. C'est très simple. Faut apprendre. Vous avez une idée, vous savez que ça va être réalisé dans 3 ans. Voilà, c'est le laps de temps, même pour un skatepark. Hein, voilà, c'est assez sympa. Donc bref, donc on leur dit, c'est ce que je leur avais dit à l'association des Arcs. Je leur avais dit, bah écoutez,
l'idée, elle est super. Bah oui, au vote, c'est pas passé, mais ils ont monté leur dossier, ils ont fait preuve de sérieux, ils sont allés voir des choses qui se faisaient ailleurs, etc. Donc, le dossier est béton. Alors, il aurait pu aussi ne pas nous interpeller, mais là, il nous a interpellés. Donc, on a fait le choix 2 ou 3 ans plus tard. C'était un projet à 30 ou 40 000 euros et on l'a mis en place. C'est pas le cas de tous les projets, hein. C'est pas parce qu'on a déposé au budget participatif que ça va être forcément réalisé, mais ça permet d'alimenter justement le débat et puis ce que l'on peut faire ou pas au niveau de la commune. Ouais. Non, mais tu m'avais bien vendu ton talk et comme je te disais hier, moi donc j'habite à Paris et c'est une ville où on a un gros incitatif, un gros budget participatif, je crois que c'est plus de 100 millions par an. On est, moi dans le 10e arrondissement, qui est un arrondissement très écolo, on est, la maire nous demande beaucoup, nous demande beaucoup notre avis, on a des conseils de quartier, on a plein de choses. Et moi qui suis, vous connaissez, mais peut-être pas tout le monde, mais je suis assez engagé dans les associations. Je n'ai jamais participé à rien en 10 ans que j'habite à Paris. Alors que je suis sursollicité. Je reçois des mails, je connais la maire, je connais le. Voilà. Et je me dis, si moi je fais rien, pour plein de raisons, hein, parce que j'ai une famille, j'ai une vie, je suis plus souvent à Montalieu dans mon quartier. Je me demande, tu m'avais dit que tu avais une solution, que c'était peut-être. On n'a pas ça, les flashs, ça j'avais jamais vu. Et je trouve que c'est pas mal. Je vais en parler. Mais je me dis, si, tu vois, si quelqu'un d'engagé ou qui se veut un peu d'engagé, qui a envie de participer, en plus je suis un convaincu de l'intérêt et de la nécessité même aujourd'hui, encore plus que jamais, ce qui se passe mondialement nous le montre, qu'il faut s'engager, peut-être pas politiquement, mais en tout cas, comme disait Antoine tout à l'heure, apolitiquement, mais pour faire quelque chose. C'est quoi ta réponse à ça? Tu disais 15 personnes, est-ce qu'on arrive à cranter ça? Est-ce qu'on arrive à aller à 30, arriver à 100? Ce serait quoi ton idéal là-dedans, quoi? C'est une excellente question. C'est ce que je vous disais en fait. On fait nos premières réunions, on a 10 personnes, quoi. On pensait qu'il y aurait 50. Vous voyez? Et c'est ça qui est toujours un peu frustrant. Et c'est aussi en cela où on a lancé ces mandats flash. Alors, on reste sur la 12 quinzaine. Et je pense que la première chose, c'est pour ça qu'on a réduit le temps, le mandat flash. Hop, pendant 2 mois, vous savez que vous avez 3 réunions. Faut être là à ces 3 points. Et puis, vous aurez fait quelque part votre part. Je pense que c'est ça qui est important. Et la deuxième chose, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'il faut du temps pour que ça s'inscrive dans les pratiques. Et là, en fait, on est au début de la. Enfin, les premières communes, elles ont commencé en Alsace dans les années 2010, je crois. En 2020, il y a eu clairement un raz-de-marée au niveau des listes citoyennes qui ont été élues, un peu comme la nôtre au niveau français. Et en fait, peut-être dans 5 ans, tous ces moments-là, je l'espère de mes voeux, seront devenus des habitudes, en fait, de co-construction et dans lesquelles eh bien, les habitants se reconnaîtront et que ça ne restera pas juste un truc de entre-soi, c'est-à-dire cadre sup, etc. Mais à mon sens, il faut du temps et c'est aussi pour ça, comme disait Marion, qu'on continue aussi à faire des réunions normales. C'est-à-dire des réunions où clairement le maire s'adresse aux habitants de manière très transmissive. Et puis à un moment donné, au détour d'une conversation, on fait un petit exercice, un petit truc de 5 minutes qui ne met pas mal à l'aise non plus. Voilà, pour justement jauger un peu. Dans les réunions publiques, à chaque fois, on a mis en place la boîte à questions, justement, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui prennent la parole, parce qu'il y a ça aussi, il y a le fait de s'exposer par rapport aux autres habitants. Et tout ça, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du guide des bonnes pratiques nationales. C'est-à-dire que nous, là, on est en train de pédaler dans la semoule, on essaie de se creuser le cerveau pour savoir comment faire. Mais il y a plein de communes qui ont fait ça. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une instance qui permette de partager ces bonnes pratiques entre communes, quoi? Yann, tu avais une question. Oui, merci. C'est toutes ces actions pour valoriser et augmenter la participation citoyenne. Est-ce qu'elles sont réservées uniquement aux habitants à l'année ou est-ce qu'elles ont vocation à s'adresser aussi aux habitants aux propriétaires des résidences secondaires qui ont peut-être un profil et des attentes différentes? C'est une excellente question. Il y a 2 temps qui sont réservés quand même aux proprios dans l'année. Alors, c'est pas très participatif, ça je peux le déplorer, parce que justement, il n'y a pas forcément ce temps. On sait que, en gros, nos propriétaires, ils sont tous là la semaine de Noël, Nouvel An, et la semaine du 15 août. On ne peut pas faire une politique participative, en tout cas, mais on ne s'est pas encore creusé la tête non plus, hein, attention. Mais ça me semble plus compliqué d'aller chercher les propriétaires. Après, il y a des moyens digitaux qui vont le permettre, etc. Mais en tout cas, on n'est pas encore allé à ce degré-là, mais ça me donne des idées pour la suite.
Après, je peux ajouter quand même quelque chose là-dessus. Pour eux, entre guillemets, les propriétaires résidences secondaires, la mairie, c'est l'office du tourisme, un petit peu. Il y a la maison des propriétaires, ils passent tous les jours. Enfin, déjà, il y a un lieu de réception et il y a une animation chaque semaine d'ouverture du domaine, l'été ou l'hiver, sur des sujets vraiment complètement variés. Des animations sur le ski, mais pas que, sur toutes les activités dans des lieux différents. Et là, ils hésitent rarement à faire leurs remarques, leurs retours, etc. Et on enregistre beaucoup de choses. Oui, ils sont pas timides. Non, non. Bonjour, j'avais 2 questions. La première, est-ce que vous avez une opposition au sein du conseil municipal et si oui, comment, elle est associée à cette, concertation ou en tout cas comment elle s'inscrit dans cette dynamique? Et la deuxième, c'est est-ce que vous avez formé votre personnel à ces questions, de participation? Parce que c'est pas forcément, dans la culture, territoriale des anciens fonctionnaires. Donc est-ce que vous avez engagé une formation, à grande échelle au niveau de vos agents? C'est une excellente question. Pour répondre à la première, on a eu la chance d'avoir été élu largement en 2020, donc ce qui fait qu'on est 24 de la majorité et 5 de l'opposition. Et bien entendu, les ateliers sont ouverts à toutes et tous. Donc voilà, il y a toujours une personne de la minorité qui vient et qui participe. La deuxième question me semble, et j'en ai pas parlé parce que effectivement c'est très complexe. On est arrivé donc en 2020, on a dit ouais, on veut mettre en place une politique participative dans la commune. Je pense qu'ils nous ont fait purée. Ils sont tarés, quoi. Ils sont tarés. Ça va mal se passer. Et effectivement, il a fallu recruter des cadres qui portaient justement ces outils, qui savaient ce que ça voulait dire. Comme je vous dis, on a recruté quelqu'un qui est en charge de la politique participative sur la commune. Et même au sein de la commune, la volonté, la demande, ça a été de créer des instances. Il y a deux instances. Il y a la team ambassadeur et puis une autre équipe, je ne me rappelle plus de son nom, qui sont et l'idée, c'est vraiment d'avoir toutes les strates de la commune qui soient représentées, justement pour pouvoir avoir un début de concertation. Alors, ça reste très. Voilà, c'est 2 fois 12 personnes sur les 220 agents de la commune. Mais voilà, c'est le début un peu de la concertation. Mais en toute objectivité, il a fallu plus de 4 ans avant d'arriver à un peu un rythme de croisière. Et je pense aussi que si le CME a foiré aussi, c'est parce que clairement, on n'était pas outillé, on n'avait pas les bonnes personnes qui pouvaient s'occuper de ça, etc. Outre le fait qu'il était un peu foireux dès le départ, si vous n'avez pas les bonnes personnes, les bons agents qui sont motivés pour porter cette politique, ça devient très compliqué. Est-ce qu'il y avait... Oui, on va faire une dernière question. Parce qu'à côté, ils ont fini, ils applaudissent. Bonjour, ma question est un peu taquine, mais rien de personnel, c'est plus pour pointer un peu les limites de la démocratie participative. Vous dites donc tous les 6 ans, effectivement, on consulte les citoyens. On trouve que c'est pas assez, donc du coup, on développe cette démocratie participative. Il existe cependant un outil, parce que le participatif a l'avantage pour les élus de laisser l'interprétation de la participation, on tient pas compte. Le conseil municipal reste le seul décideur. Au final, si le budget participatif, vous voulez l'arrêter, vous pouvez l'arrêter. Il n'y a pas de... Vous restez libre. Il y a quand même un outil qui existe. Et là-dessus, les politiques locales ne sont pas toujours, s'en méfient un peu, mais comme d'ailleurs les politiques nationales, c'est le référendum local, qui peut être décisionnel et qui du coup va être contraignant. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé? Est-ce que c'est quelque chose au contraire dont des fois on parle et puis en fait, une fois qu'on arrive aux responsabilités, on n'en parle plus. Et c'est pareil au niveau national. Donc c'est quelque chose en plus que les citoyens maîtrisent parce que c'est du vote, répondre à une question. Donc un processus, on va dire, moins complexe qu'une démocratie participative avec ses ateliers, avec tout le mécano un peu institutionnel. Est-ce que vous l'avez envisagé, pensé d'utiliser cet outil-là? C'est une super question. On y a pensé. Moi, je voulais faire du référendum. Et là, on m'a dit, non, mais t'es vraiment cramé, quoi. Il y a 2 choses, en fait. Il y a 2 choses. C'est déjà la capacité de l'organisation d'un référendum. C'est-à-dire, ça nécessite des moyens quand même humains de la collectivité. Un truc en ligne. Donc, pour le coup, tous les ans, on fait quand même un questionnaire en ligne. En général, on a à peu près 400 réponses. Donc, ça nous permet quand même d'avoir les tendances de ce qui plaît pas, etc. Donc, ça, c'est important. Et sur 2 sujets, on avait quand même sondé, notamment la piétonisation d'une rue. En période estivale, on avait sondé, 70% ont dit non, on a fait, c'est bon, on va pas aller là-dessus. Le résultat ne m'a pas étonné, mais bon, on a dit, on va pas y aller.
Et donc, on a quand même ce sondage qui nous permet d'avoir une tendance globale. Le référendum, effectivement, il fait peur. Pourquoi? Enfin, moi, je vais vous dire pourquoi il a fait peur aux élus, aux agents. C'est que pour beaucoup de sujets, il faut quand même avoir un certain nombre de données en tête. Il faut quand même avoir analysé un peu les choses, même pour un aménagement urbain, même pour planter des arbres. Et la peur un peu que l'on a, et il faudrait en fait mettre un processus justement en disant, bah voilà, dans 6 mois, il y a un référendum. Par contre, il faudrait presque dire ceux qui votent auront dû lire tel document. Sinon, enfin moi, je trouve que donner une réponse binaire sur un projet sans avoir pris tous les éléments en compte, c'est un peu casse-gueule, quoi. Et j'entends complètement ce que tu me dis là, mais je pense qu'on n'est pas encore prêt, on n'a peut-être pas les outils. Et puis organiser un référendum avec des isoloirs, des machins, des trucs, c'est quand même assez compliqué, quoi. Voilà, c'est tout ça mis bout à bout fait que les politiques y renoncent un peu. Et je trouve que le sondage permet de donner quand même déjà des orientations assez. Voilà, ça permet de voir un peu où on va aussi, enfin, dans quelle mesure c'est bien pris en compte par les habitants. Merci, on va terminer là-dessus. Est-ce que tu souhaites dire un dernier mot ou une dernière conclusion? Non, j'ai déjà dit. Engagez-vous. Engagez-vous. Ouais. Voilà. On va rester là-dessus. On l'applaudit. Merci beaucoup.